on avance de semaine en semaine dans la panoplie des compétences méditatives. Et un rappel d'usage pour les postures. Alors déjà, vous pouvez avoir plusieurs façons différentes de vous asseoir. Vous pouvez avoir les yeux ouverts, fermés. Vous pouvez vous allonger, pas pendant les méditations, mais en dehors des méditations. Donc rien ne m'offusque. S'il y a quelqu'un qui me tourne le dos et qui regarde le mur, j'accueillerai avec plaisir cette façon d'écouter, pour que vous vous sentiez libre, parce que c'est long si on reste assis en position méditative 1h30. C'est difficile. On a commencé. La première séance, c'était une perspective générale sur le chemin méditatif. La deuxième séance, c'était cette compétence de rassembler l'esprit, de le tranquilliser, de le calmer. Et la troisième, c'était l'attention ouverte, la qualité d'attention qu'on peut porter à ce qui nous arrive, quand ça nous arrive, et les avantages de cette posture-là. Et là, on entre dans le chapitre des états qu'on peut cultiver, donc des états d'esprit qu'on peut encourager, cultiver, rendre plus disponibles et qui nous font du bien. Donc on n'est plus dans l'observation pure et simple de ce qui est présent, on est dans la modification, dans la manipulation de notre expérience pour obtenir quelque chose de différent ou pour encourager quelque chose. Ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans les méditations de bienveillance et compagnie, c'est que traditionnellement, on se dit que la bienveillance, sous toutes ses formes, ça peut être la gentillesse, ça peut être l'amour, c'est toutes ces familles d'émotions qui tournent autour de la bienveillance, la compassion, la joie empathique, la réjouissance pour le bonheur de quelqu'un d'autre. Traditionnellement, en tout cas moi je l'ai toujours compris comme ça, on pense que c'est les états d'esprit qui nous sont inspirés par ce qui nous arrive et que face à la bonne personne, dans les bonnes circonstances, on va spontanément éprouver de la bienveillance, ou on va éprouver de la compassion, ou on va se réjouir du bonheur de quelqu'un qu'on aime bien, et que ce n'est pas des états qu'on peut cultiver soi-même, mais des réactions qu'on peut avoir à ce qui nous arrive. Et dans la perspective méditative, les deux choses sont vraies. Ces états peuvent se produire spontanément en réaction à ce qu'on est en train de vivre, mais on peut aussi les cultiver, pas pour fabriquer les émotions artificielles, mais pour rendre ces états-là de plus en plus disponibles, et pourquoi pas par moment de les générer alors qu'il n'y a rien qui les ferait apparaître spontanément. Et aussi, je trouve, de les cultiver, ça permet de les connaître mieux et de les apprécier plus. Dans une perspective méditative, les états d'esprit, c'est un peu comme des bons vins ou des excellents fromages. Comme ça, je couvre un... Il y a des véganes, des légumes exquis. On apprend à savourer un légume en le connaissant mieux aussi. Et quand on cultive ces états et qu'on les connaît de l'intérieur, même quand ils nous tombent dessus spontanément, on a cette qualité d'appréciation qu'on n'aurait pas forcément. Et, c'est cette qualité-là d'esprit qui est présente. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Alors, bienveillance pour commencer, puisque c'est un peu l'état d'esprit de base. Avons-nous besoin de bienveillance ? Et si vous avez suivi le cours il y a longtemps, vous avez peut-être oublié cet exercice qu'on peut refaire ensemble pour voir si on en a besoin. Fermons les yeux. Ce sera pas long.
vous avez fait une bêtise. Vous aviez un rendez-vous très important, très important, un rendez-vous professionnel par exemple, ou un rendez-vous privé mais fondamental. Et acte manqué, vous avez complètement oublié ce rendez-vous. Vous le réalisez beaucoup trop tard. La personne avec laquelle vous aviez rendez-vous est peut-être énervée, ça va vous créer des problèmes. Vous réalisez que vous avez oublié ce rendez-vous, qu'est-ce que vous vous dites? Quels sont les mots que vous vous dites à vous-même? Et sur quel ton? En imaginant à quoi ressemblerait le dialogue intérieur. Ok. Et maintenant, presque le même scénario. Imaginant une personne que vous aimez beaucoup, vraiment beaucoup, à qui il est arrivé la même chose. La première personne qui vous viendra à l'esprit. Et cette personne a oublié ce rendez-vous très important. Et elle se sent très mal. Et elle vous rencontre, ou elle vous trouve, ou elle vous appelle, elle vous raconte. Qu'est-ce que vous lui dites? Quel mot et avec quel ton? Ok, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que vous aurez eu le temps de vivre ce dialogue. Est-ce que vous avez observé une différence entre le scénario 1 et le scénario 2? Ok. Majorité de personnes. Le scénario 1, je peux malheureusement pas transcrire le script. Ce serait grossier, j'ai pas envie que ces mots-là finissent dans l'enregistrement. Mais dans le scénario 2, c'était très gentil. Ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, ça t'arrive pas souvent. Ok. Donc, la bienveillance, et en tout cas, et peut-être en particulier la bienveillance pour soi, nous manque souvent. Et c'est pas forcément une fatalité. Il y a plein de... Parfois, on a aussi cette croyance pas du tout vérifiée que si on était trop gentil avec nous-mêmes, on referait les mêmes erreurs et que nous détester un bon coup aura un effet préventif, ce qui est pas prouvé. Hein. Dans les méthodes éducatives, en tout cas, c'est pas généralement ce qu'on recommande. Mais on y croit parfois un petit peu. Donc la bienveillance, elle peut aller dans la direction opposée à cette tendance qu'on a à se juger soi-même avec dureté, à être exigeant excessivement. Quand elle est tournée vers nous, et puis quand elle est tournée vers les autres, elle a pas mal d'autres avantages. Alors, d'abord, pour définir la bienveillance, à la base, c'est une attitude. C'est-à-dire, c'est une intention bienveillante, tournée vers soi-même ou vers quelqu'un d'autre. Ce n'est pas nécessairement une émotion. Et c'est important quand on médite parce que un des problèmes qu'on rencontre quand on commence à méditer avec la méditation de bienveillance, c'est cette impression que si on ne ressent pas quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et typiquement, on ressentira plus facilement une émotion quand on pense à quelqu'un de proche qu'on aime beaucoup que quand on pense à quelqu'un de plus éloigné ou qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas du tout, ou parfois quand on pense à soi aussi. Donc, l'émotion n'est pas forcément, ne doit pas être présente. L'attitude, c'est-à-dire le fait d'avoir cette pensée et de l'avoir sincèrement, de la formuler intérieurement et d'être habité par cette
attitude bienveillante, par ce souhait que quelque chose de bien se produise pour quelqu'un. L'émotion peut venir par moments, repartir, revenir. Et avec l'émotion et l'attitude, parfois il y a aussi une action, c'est-à-dire qu'on peut avoir cet état d'esprit bienveillant et il peut nous inspirer une action bienveillante aussi. Donc là aussi, c'est pas du tout nécessaire, mais c'est difficile d'imaginer qu'on puisse avoir une action, qu'on puisse entreprendre une action bienveillante, aider quelqu'un ou lui rendre service ou lui écrire un mot gentil, si on n'a pas eu d'abord une pensée bienveillante. Donc c'est un précurseur, cette attitude, à plein de choses gentilles qu'on peut faire pour soi-même ou pour autrui. Un exemple typique, parce que parfois c'est un peu abstrait d'avoir une attitude sans une émotion, mais quand on dit non à un enfant qui par exemple veut continuer de manger du chocolat, et qu'un parent lui dit non, l'attitude est généralement une attitude de bienveillance pour éviter qu'il ait mal au ventre, pour cultiver une attitude équilibrée par rapport au chocolat. Enfin, il y a plein de bonnes raisons éducatives ou autres qu'on peut avoir à l'esprit. Donc l'attitude peut être bienveillante, mais clairement, quand on dit non à un enfant, l'émotion qu'on va ressentir ne sera pas une émotion de bienveillance. Ça ne veut pas dire que ce sera une émotion agressive en quoi que ce soit, mais on n'aura pas ce sentiment de chaleur qu'on associe à la bienveillance. Donc on peut avoir l'attitude sans avoir l'émotion. Et c'est pas nécessairement limité aux gens. On peut avoir de la bienveillance tout court, sans qu'elle ait nécessairement d'objet. On peut avoir de la bienveillance pour des objets, on peut avoir de la bienveillance pour des arbres, pour des montagnes, pour si vous aimez vous promener dans la nature, certainement que parfois vous éprouvez quelque chose de l'ordre du vouloir le bien des arbres qui sont autour de vous parce que vous aimez les avoir autour de vous. Et, c'est une attitude qui dépasse la relation entre les personnes. Dans une retraite centrée sur la bienveillance, où on passait donc 7 jours à ne faire que de répéter les phrases de bienveillance tout le temps, même en marchant, les méditations marcher étaient les méditations de bienveillance, toutes les assises étaient les méditations de bienveillance. Je me suis surpris après 5 ou 6 jours à faire preuve de bienveillance pour ma tasse de tisane le matin, à fermer la porte avec bienveillance. Donc c'est un état d'esprit qui va au-delà des relations humaines. Ça m'a fait penser à cet affreux film basé sur une nouvelle de Stephen King qui s'appelle Christine, sur la voiture. Quelqu'un se souvient de ce film? Voilà, parfois la bienveillance pour les objets peut aller trop loin. Mais on ne parle pas de ce type-là de relation aux objets. Maintenant, on adresse cette bienveillance à soi-même et à d'autres personnes, y compris les personnes désagréables, en utilisant les mêmes mots. Pourquoi les mêmes mots et pourquoi y compris les personnes désagréables? Alors, pour la même raison, c'est qu'on veut cultiver une attitude générale de bienveillance, une attitude qu'on puisse évoquer, quelles que soient les personnes et les circonstances, pas quelque chose qui soit en lien avec la relation, la bonne ou mauvaise relation qu'on a avec quelqu'un. C'est aussi pour ça qu'on utilise toujours les mêmes mots, pour pas qu'on varie les mots en fonction de la personne qu'on a choisie et que ce soit plus à quel point on aime cette personne qui s'exprime dans la phrase que notre intention d'être bienveillant vis-à-vis de tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on se crée des difficultés parfois en choisissant une personne difficile dans la série traditionnelle des personnes auxquelles on adresse la bienveillance. On utilise des mots parce que les mots sont la meilleure manière humaine d'exprimer une intention. Et ensuite, on n'aurait pas besoin des mots absolument. Si on peut éprouver cette même qualité d'esprit sans rien se dire intérieurement, c'est très bien. Mais c'est difficile sans avoir recours, en tout cas de temps en temps, à des mots.
voulais vous faire la démonstration sur le pouvoir des mots. Je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est vite fait. Qui s'est déjà cassé quelque chose? Froissé quelque chose, ok. Chez qui, parmi ces personnes, c'est aujourd'hui à peu près guéri? Ok. Qui a déjà été blessé profondément par des paroles? À qui est-ce qu'il arrive encore parfois de les entendre, intérieurement? Ok. C'était la démonstration du pouvoir des mots, en fait, et des mots qu'on fait résonner en soi, qui est complètement évident quand on pense à des mots désagréables à entendre, et qui est parfois plus difficile à envisager avec des mots qui nous font du bien ou qui nous orientent dans une direction qui nous fera du bien. C'est aussi parfois avec cette idée de répéter des phrases, il y a une objection qui vient spontanément. En tout cas, la première fois qu'on fait la connaissance de cette méditation, c'est que c'est pas spontané, que ça peut être un peu artificiel. Et ma réponse habituelle, c'est de dire il vaut mieux une bienveillance très artificielle qu'une malveillance super spontanée. Et même si parfois, quand on prononce la phrase, on dit voilà, je te souhaite d'être heureux, et on n'y croit pas du tout, il se trouve qu'on est en train de prononcer cette phrase et qu'on n'est pas en train de prononcer autre chose. Donc notre esprit est quand même occupé par ces mots et un petit peu par leur sens, forcément. Donc c'est pas tragique si par moment on a l'impression que on ne croit pas à ce qu'on dit. On est quand même en train de le dire. Quelles sont les conséquences de cette méditation? Il y en a deux. Pour soi-même, ça fait du bien et ça remplit notre esprit d'une attitude qui ne peut que nous faire du bien. Éprouver de la bienveillance quand l'émotion suit, c'est très agréable. Donc, c'est vraiment une méditation, quel que soit notre état émotionnel, qui nous oriente dans une direction qui aura tendance à nous faire du bien. Et puis, l'autre conséquence, c'est que ça a aussi un impact sur nos relations avec d'autres personnes. Et j'avais donné cet exemple dans une retraite, je crois, d'une personne difficile, une de ces personnes que généralement on ne prend pas dans la méditation de bienveillance, même pour la personne difficile. Je vous recommande toujours de ne pas prendre la ou une des plus difficiles, mais de prendre quelqu'un de modérément énervant. Donc c'est une personne que j'avais laissée de côté. Et un jour, je me suis dit, bon, j'essaye quand même. Je vais quand même la mettre dans la catégorie difficile et on va voir ce que ça donne. Et je l'ai fait et c'était moyen, forcément, en termes de... J'ai pas ressenti des feux d'artifice d'émotions, mais comme j'avais écouté mes propres instructions, je me suis pas inquiété de pas ressentir des émotions bienveillantes en pensant à cette personne. J'ai gardé le cap de l'attitude. Et quelques mois plus tard, j'ai repensé à cette personne pendant une méditation de bienveillance et je me suis dit, bon, je la mets dans la personne neutre. Ce qui est de la triche, parce que normalement, on doit prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Mais voilà, moi aussi, parfois, je triche. Donc, je l'ai mise dans cette catégorie. Et quelques mois plus tard, et je n'invente rien, je me suis dit spontanément, je crois qu'aujourd'hui, je vais la mettre dans la case de la personne proche. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que ce chemin intérieur complètement détaché, en apparence, de ma relation réelle avec la personne, a eu un impact sur ma relation réelle avec la personne. J'ai vraiment senti une sincère bienveillance qui n'avait jamais été là depuis extrêmement longtemps et que j'ai toujours maintenant à l'esprit quand je pense à elle. Donc, évidemment, c'est pas la méditation qui l'a fait. C'est une évolution qui était possible en moi. Si on prend quelqu'un d'abominable qui nous a fait beaucoup de mal et qu'on lui adresse pendant des heures des phrases de bienveillance, il y a bien des risques que ça change pas grand-chose. Mais quand on sent une ouverture, on peut peut-être la creuser un peu plus, faire un peu plus d'espace pour que la lumière passe en méditant de cette manière. En tout cas, ça vaut la peine d'essayer. Parce qu'on a quand même beaucoup tendance à éviter de penser à certains sujets et à certaines personnes.
on les met un petit peu dans une case à l'abri de nos ruminations quotidiennes pour pas trop y penser. Et dans la méditation de bienveillance, on peut prendre le risque de penser à des personnes particulièrement difficiles et de voir ce qui se passe. Où est la limite dans le développement de la méditation de bienveillance? On sait que les moines expérimentés, notamment Mathieu Ricard, les Tibétains sont assez bons. C'est une tradition méditative où, pour la bienveillance, il y a une place, suivant les traditions, en tout cas dans le bouddhisme, les méditations de ce type-là ont plus ou moins d'importance. Il y a des équivalents à la bienveillance dans la plupart des traditions, mais dans le bouddhisme tibétain, ils insistent davantage que dans d'autres traditions sur ces méditations-là. Et Mathieu Ricard, on lui avait posé des électrodes sur le cerveau, à plein de reprises, mais quand il faisait cette méditation de bienveillance, son cerveau était un cerveau qui avait l'air heureux, et très heureux, et beaucoup plus heureux que la norme. Donc pour les personnes qui ont beaucoup de kilomètres au compteur méditatif, il peut vraiment y avoir une capacité à orienter durablement son esprit vers cette qualité-là d'esprit. Et toujours dans la tradition tibétaine, je pense une façon de résumer aussi l'impact que ça peut avoir dans les relations quotidiennes avec les gens, le Dalai Lama disait « J'essaye de traiter chaque personne que je rencontre comme si c'était un vieil ami ». Et je trouve que c'est une bonne façon de résumer ce que ça pourrait être que de cultiver cet état d'esprit-là de façon constante et cohérente. C'est aussi une façon de rappeler que la bienveillance informelle est pas mal du tout. Si vous vous retrouvez dans un supermarché le samedi à la COP de Lutry, je prends un exemple, le samedi à 17h39, ferme à 18h. Il y a beaucoup de gens, c'est bientôt les fêtes. Il y a 2 personnes qui sont en train de se battre pour avoir la dernière dinde. Et vous avez le choix entre subir cette situation ou faire de la bienveillance informelle. Essayez la bienveillance informelle. Vous passez dans les rayons, un peu de bienveillance pour la dinde, mais surtout pour les gens autour de vous, en leur souhaitant les phrases que vous souhaitez d'habitude intérieurement. Et c'est une façon assez intéressante d'occuper un esprit qui, franchement, objectivement, n'a rien de mieux à faire à cet endroit précis, à ce moment précis. Et ça vaut la peine d'essayer. Le supermarché aux heures de pointe est un super terrain d'entraînement. Comme l'autoroute. Un peu plus difficile encore, peut-être. Ok. Alors, explorons la bienveillance. Dans une position bienveillante, donc particulièrement confortable, position assise, mais de luxe. Les porteuses et porteurs de lunettes peuvent faire le choix de les garder ou de les enlever, mais c'est bien de se rappeler qu'on a le choix. Et quand les yeux sont fermés, quand la position est stable, en prenant conscience de la posture, contact avec le sol,
contact avec le coussin. Et toutes les autres sensations. Comment est le paysage des sensations corporelles? Avec chaque expiration, le corps peut se détendre. En évoquant la personne capable de la plus grande bienveillance pour vous, de la plus grande gentillesse, la personne la plus bienveillante pour vous que vous ayez connue dans votre passé ou dans votre présent. Quelle serait cette personne pour vous? Et quand vous avez une personne à l'esprit, en lui donnant de l'espace, dans votre attention, dans votre imagination, la laissant être présente. Et dans votre imagination, elle s'approche de vous, elle se rapproche un peu. Vous pouvez apprécier sa présence. Et elle prend la parole pour vous souhaiter ce qu'elle peut vous souhaiter de plus gentil, de plus bienveillant dans votre vie telle qu'elle est en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vous souhaite? Et avec ce qu'elle vous a souhaité, formulant une phrase de bienveillance que vous pourriez adresser aussi bien à vous-même qu'à d'autres personnes.
Quand vous avez une phrase à l'esprit, en commençant par vous l'adresser à vous-même, à la part de sensibilité, de vulnérabilité en vous, à la part de vous qui peut l'accueillir, l'entendre. En la répétant doucement, laissant un peu d'espace, mais pas trop, entre deux répétitions. En ramenant toujours l'attention à la phrase et à ce qu'elle signifie en vous l'adressant. En adressant les mêmes mots à une personne proche ou une personne à laquelle il vous sera en tout cas facile de les adresser, je te souhaite, la formulation qui vous convient le mieux.
en prenant conscience des personnes autour de vous, dans la salle, fermant les yeux mais appréciant leur présence. Et vous pouvez remplir la pièce d'autres personnes auxquelles vous aimeriez adresser ces mots. Vous pouvez utiliser votre imagination si vous voulez. Et à toutes les personnes autour de vous, en adressant la même intention, je vous souhaite ou je nous souhaite ce qui vous convient le mieux. Et quand la phrase, par moment, perd de sa signification, de sa charge, en la prononçant à nouveau, prenant soin que les mots aient du sens pour vous. Répétition après répétition, la même intention. Laissant maintenant cette intention s'exprimer intérieurement, silencieusement, sans l'aide des mots. Comment pourrait-elle s'exprimer ? Parfois c'est une expression sur le visage, une sensation dans le corps, simplement une attitude. Comment est-ce que ça se manifeste pour vous ? Et vous pouvez laisser la phrase revenir, puis repartir. Et l'intention reste présente avec ou sans les mots.
Est-ce que pour vous, cette idée d'une attitude qui n'est pas forcément portée par les mots, qui peut... La meilleure façon de la décrire, c'est finalement quand on vient de prononcer la phrase et que le sens de la phrase est encore présent en nous, mais que les mots ont déjà disparu. On a cette qualité d'attitude bienveillante, mais on n'est plus en train de dire quoi que ce soit quand on vient de la prononcer. C'est un petit peu ça qu'on cherche à observer aussi, comment ça peut se manifester pour vous. Pour qui est-ce que il y a un état qui correspond à la phrase sans dire la phrase? Qui est-ce qui observe ça? Ok. Et parmi ces personnes, pour qui est-ce que c'est quelque chose qui correspond à une sensation dans le corps? Parfois, il y a une espèce de sensation. Ok. Pour qui est-ce que c'est pas une sensation, mais simplement un sens, une signification qui est présente sans les mots? Ok. Il n'y a pas de conséquence à ça, pas de bonne ni de mauvaise réponse, mais je suis toujours curieux de savoir comment ça se manifeste. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est une image? Parfois, ça peut être associé à plusieurs choses. Ok. Une façon de pratiquer la bienveillance, c'est de jouer avec le rythme de la phrase. Et quand, surtout au début, on laisse trop d'espace entre deux répétitions, ça peut vite devenir une espèce de moment libre, associatif, réflexif, de détente, mais où on perd un peu la stabilité de ce qu'on est censé faire. Et en même temps, si on répète sans laisser suffisamment d'espace, le sens se perd. Il se perd pas complètement, les mots sont quand même prononcés, mais ça peut devenir un peu une espèce de mantra, je te souhaite d'être heureux, je te souhaite d'être heureux. Donc il y a un équilibre à trouver, et puis parfois vous pouvez jouer avec les distances. Laisser plus d'espace après un certain temps entre deux phrases, mais rester présent dans cet espace sur l'attitude que la phrase a exprimée. Et voir combien de temps ce sens reste là pour vous. À quel moment est-ce que ça s'effiloche un peu, puis vous n'êtes plus du tout en train d'avoir cette attitude, et dans ce cas-là, vous réinjectez la phrase dans votre vie intérieure. Injecter, peut-être pas le bon mot, vous la déposez délicatement, comme une feuille de nénuphar à la surface de l'eau, et vous redonnez un petit peu d'énergie de présence à cette attitude. Observation là-dessus? Ça va? Ok. Gratitude et générosité. Derrière la gratitude et la générosité, il y a une question que je trouve très intéressante en tant que psychologue aussi. Est-ce que d'être bon sur le plan moral, éthique, rend heureux ou pas? Ou est-ce que c'est neutre? Et on pourrait aussi se demander, c'est moins intéressant, mais est-ce que de mal se comporter rend malheureux ou pas? Si on exclut la toute petite partie de la population que sont les psychopathes qui ne fonctionnent pas comme nous, si on prend une personne à peu près normale, ce qui est pour moi frappant, c'est à quel point c'est une question qu'on se pose peu. Dans mes études de psychologie, les courants de psychothérapie qu'on a étudiés ne placent jamais la conduite morale au cœur de leur approche sur le bonheur humain. Les philosophes dans l'Antiquité, oui, qui étaient un peu les psychothérapeutes de l'époque, dans leur manuel de comment être heureux, être généreux, être gentil, être moral aussi, au sens de s'abstenir de nuire à autrui, c'est des ingrédients de base pour être heureux. C'est aussi le cas dans la plupart des religions. Et selon moi, ma théorie, c'est que c'est parce que c'est dans le domaine religieux par excellence qu'on traite de la morale, et dans le domaine juridique évidemment aussi, qu'on a un petit peu arbitrairement décidé qu'en matière de psychologie, de psychothérapie, c'était pas un sujet important, parce qu'on voulait pas mélanger
les thèmes. Mais c'est un petit peu absurde, parce que c'est important. Et il y a des études qui le montrent, c'est pas extrêmement compliqué d'ailleurs. Il y a des études sur la générosité qui montrent notamment que faire une donation à une cause, ça mobilise les mêmes circuits de la récompense que gagner de l'argent. Donc que la générosité provoque un influx agréable dans notre système nerveux, comparable à finalement ce circuit de la récompense qui est actif avec tous les grands et petits plaisirs qu'on peut s'accorder. Mais évidemment, les risques de dépendance ne sont pas tout à fait les mêmes. On peut imaginer peut-être 2 ou 3 personnes, mais je pense que c'est très exceptionnel, qui sont victimes d'une addiction à la générosité. Mais pourquoi pas? Mais je pense que c'est pas très dangereux. C'est une drogue, finalement, c'est le circuit lié à toutes les drogues aussi, mais sans les désavantages. La générosité est source de plaisir. Est-ce que d'être méchant nous rend malheureux? Ce qui est sûr, c'est que pour peu qu'on soit une personne à peu près morale, si on est méchant, selon nos propres critères, envers quelqu'un, on sera exposé à de la honte, de la culpabilité, ce qui sont 2 choses extrêmement désagréables. On sera aussi exposé à la peur de mesures de rétorsion, à de l'anxiété. Donc, c'est évident qu'il y a des conséquences négatives pour une majorité de personnes, et c'est évident aussi que la générosité et la gentillesse nous font nous sentir bien durablement après coup. Et il y a une expression que j'avais trouvée très jolie dans la psychologie bouddhiste. Il parle, alors en anglais ça a été traduit par bliss, c'est plus joli en anglais, bliss of blamelessness, qu'on pourrait traduire en français par l'extase de l'irréprochabilité, ce qui est un peu plus lourd. Mais quand on se sent extrêmement bien, parce qu'on s'est bien comporté et qu'on se sent irréprochable, il y a une espèce de plaisir qui découle de cet état-là. Et je pense que c'est juste. Ça crée un état de bien-être. En tout cas, ça le favorise. Évidemment, ça suscite aussi de la gratitude chez les autres. Donc, il y a aussi toutes les conséquences. Autant on peut avoir la peur que la personne se venge ou qu'elle nous en veuille, la honte, la culpabilité, autant on peut espérer recueillir des bénéfices de notre gentillesse ou de notre générosité. Donc, c'est pas... Finalement, tout ce que je dis, c'est un peu des truismes, c'est un peu évident que ça fait du bien à une majorité de personnes. Ce qui est surprenant, c'est à quel point on en parle peu, et c'est pas central, c'est la sonnette ou c'est un téléphone sophistiqué? On va voir. Généralement, la personne finit par rentrer. Si c'est urgent, généralement la personne entre. Je n'attends personne. Il n'y a pas d'invité surprise. Et voici John Kabat-Zinn. I'm so happy to be here. I'm a big fan of your work. Ok, on redescend. La gratitude, c'est ce qu'on éprouve en relation avec la gentillesse d'autres personnes. Cette fois-ci, ça se confirme. Hein? John? La gratitude a une caractéristique très très intéressante. Je ne sais pas si je dois en parler maintenant ou après. Dans tous ces états-là, la bienveillance, la compassion, la joie empathique, on peut les utiliser dans des situations où on n'a pas beaucoup de recours qui nous feraient du bien. Et la compassion,
J'en parlerai la semaine prochaine, mais c'est un des rares états qui nous font du bien, qui ne nous font en tout cas pas de mal, quand on est face à la souffrance de quelqu'un d'autre. Il y a plein d'alternatives, la tristesse, la culpabilité, la colère, l'indifférence, pour se protéger de ce qu'on pourrait ressentir de désagréable. Et toutes ces alternatives sont moins bonnes, et elles nous inciteront moins à faire quelque chose pour que la situation s'améliore que la compassion. Mais je ne veux pas trop mordre sur le programme de la semaine prochaine, mais la gratitude, comme état d'esprit qu'on peut cultiver, a aussi quelque chose de très intéressant. En tout cas pour moi, je l'utilise beaucoup comme ça. On peut éprouver la gratitude pour les personnes encore en vie et on peut éprouver la gratitude pour les personnes décédées. Et dans le rapport que j'ai aux personnes décédées que j'aimais, la gratitude est à peu près le seul état d'esprit qui me fait du bien et qui me permet de penser à ces personnes en me faisant du bien. Et on a toute une liste d'états d'esprit qu'on peut éprouver quand on pense à quelqu'un qu'on aimait qui a disparu. Il y a la tristesse, il y a la culpabilité éventuellement, il y a beaucoup d'émotions qui nous feront pas forcément du bien, même si parfois elles doivent être présentes et puis c'est important qu'elles se manifestent. Mais la gratitude, autant on peut être touché, ému, autant c'est un état d'esprit qui évoque ce qu'on a reçu de cette personne-là et qui nous met en relation avec son souvenir d'une façon qui honore ce que cette personne nous a apporté et qui ne nous fait pas de mal. Donc, quand on a, et je pense qu'une des raisons pour lesquelles certaines personnes évitent de penser aux personnes disparues, c'est parce qu'on a la conviction que ça va plutôt nous faire du mal. Donc on préfère essayer de penser à autre chose pour ne pas se retrouver dans un cycle toxique ou désagréable pour nous. Et je pense que la gratitude est une façon de le faire sans que ça nous fasse du mal et du coup de laisser un espace à ces pensées-là qui sont peut-être importantes, qu'il est important d'avoir, je pense, de temps en temps, un espace riche et satisfaisant. Donc c'est pas, je ne vous dis pas faites-le, parce que c'est toujours plus facile de choisir les personnes encore en vie quand on évoque cette émotion de gratitude. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait correspondre à un besoin que vous avez d'être en relation avec ces personnes-là d'une manière plus intéressante que les autres à votre disposition. Alors, passons aux travaux pratiques. On va pratiquer une méditation centrée, une réflexion guidée centrée sur la gratitude et une autre centrée sur la générosité. Elles vont se suivre, elles vont être enchaînées. Dans une position généreuse envers les besoins de votre corps, une position assise, confortable. En prenant conscience des sensations, toutes les sensations, le contact avec le sol, contact avec le coussin, les autres sensations.
Et avec chaque expiration, laissant le corps se détendre là où il peut le faire. Et en évoquant une personne pour laquelle vous éprouvez de la gratitude, de la reconnaissance, pour le bien qu'elle vous a fait, pour sa générosité, sa gentillesse, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a donné. Une personne de votre présent ou de votre passé, la première qui vous viendra à l'esprit. Donnant de la place à cette personne, la laissant occuper de l'espace dans votre attention. En lui adressant vos remerciements intérieurs. Je te remercie de, ou merci pour, merci pourquoi, en formulant tous ces remerciements avec votre voix intérieure pour les petites et les grandes choses, les petites et les grandes raisons de remercier cette personne. Et parfois, quand vous êtes à court de raisons, simplement un ou deux merci. Un ou deux merci pour tout. Et en invitant une autre personne que vous pourriez remercier. En lui donnant à elle aussi de l'espace. En lui adressant vos remerciements, les petites, toutes petites
et les grandes raisons. En ayant ces deux personnes à l'esprit, en appréciant ce qu'elles vous ont apporté, en appréciant leur présence dans votre imagination. En leur adressant simplement un grand merci intérieur et en laissant cette gratitude s'exprimer ensuite dans le silence, comme un ressenti ou une petite chaleur, une attitude silencieuse. Et en appréciant, en observant ce que c'est que cet état de gratitude pour vous, comment il se manifeste. Et en évoquant maintenant un moment durant lequel vous avez fait preuve de générosité pour quelqu'un, en rendant service, en donnant du temps, en donnant de l'attention, de l'argent, de la nourriture, de l'aide, du soutien. Parfois simplement écouter quelqu'un, lui faire à manger, prendre soin des besoins de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas de critères trop exigeants, en évoquant un moment durant lequel vous avez fait preuve de gentillesse, de générosité. Le premier qui vous viendra à l'esprit. Ça peut être quelque chose de très simple. Quand vous avez quelque chose à l'esprit, une situation, en vous rappelant de l'endroit où vous étiez, laissant les images, les impressions vous revenir, qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous sentiez-vous en le faisant ? Est-ce que c'était agréable, neutre, difficile ?
est-ce qu'un état d'esprit de générosité était présent? Comment vous êtes-vous senti après? Et en rendant à nouveau ce moment présent, en le replaçant au centre de l'attention, comment vous sentez-vous en y pensant? Est-ce que cette générosité est neutre, légèrement agréable, très agréable? Comment est-ce que ça se manifeste pour vous? Et en évoquant quelque chose de gentil que vous pourriez faire dans les prochains jours. Si une idée vous vient, c'est de saison en plus. Y a-t-il quelqu'un qui mériterait une petite attention, un petit geste? Que pourriez-vous faire? Pour qui est-ce que l'intensité est la nature agréable ou touchante de la gratitude était plus intense que la générosité? Une majorité de personnes. Ce qui est souvent le cas. Pour qui c'était pas le cas? Pour qui c'était équivalent? Ok. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, en faisant preuve de générosité, on permet la gratitude chez quelqu'un d'autre. Donc vous avez éprouvé le plaisir qu'on peut avoir à être dans la gratitude, et en faisant preuve de générosité, on offre, pas nécessairement, l'ingratitude existe, mais on offre la possibilité de la gratitude à quelqu'un d'autre, et évidemment, à soi-même, on s'offre cette qualité de bien-être peut-être plus sobre qu'on peut expérimenter. On parlait tout à l'heure de l'extase de l'irréprochabilité, voilà, cette impression d'avoir fait quelque chose de bien et de se sentir peut-être pas intensément bien, ça dépend aussi du geste et des circonstances, mais de se sentir bien. Évidemment, quand on fait l'expérience de la gratitude de la personne à qui on a rendu service, c'est pas mal aussi. On n'y a pas forcément pensé parce que je voulais pas vous mettre en situation de penser à quelque chose qui n'avait peut-être pas eu lieu. Mais quand ça a lieu, c'est très agréable. Et ça aussi, la gratitude et la générosité, en les contemplant de temps en temps, en y réfléchissant, en faisant les méditations, ça permet de mieux savourer ces états quand ils se manifestent pour nous, de ne pas les louper chez soi ou chez autrui. Je ne vais pas vous raconter une anecdote maintenant, j'ai pas le temps, mais il y en a plein. où c'est vraiment, encore une fois, c'est comme un très bon vin, ces états d'esprit-là. C'est très très agréable quand on est en position de les savourer, ce qui n'est pas toujours le cas. Par curiosité, mais vous n'êtes pas du tout obligé de lever la main, vous pouvez vous abstenir. Quelles sont les personnes qui ont évoqué, entre autres, une personne disparue dans cet exercice? Ok, ça va? Ça s'est bien passé pour vous? Okay. J'ai fait cette proposition parce que moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien
mais je suis prêt à être face au fait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde. Touchant, mais bienfaisant. Le dernier état d'esprit que je voulais évoquer ce soir, c'est la joie empathique, qu'on pourrait appeler réjouissance, si on veut faire moins moche. La joie empathique, c'est la raison pour laquelle les vidéos sur les réseaux sociaux de petits chats, de petits chiens, de petits enfants cartonnent. C'est ce plaisir qu'on a à voir le plaisir de quelqu'un d'autre. Et plus la créature est innocente, plus c'est facile d'éprouver ce plaisir-là. Donc, les fabricants de vidéos virales le savent. C'est un chouette état d'esprit pour lequel on n'a pas de mots en français, pas en anglais non plus. Dans la langue d'origine des méditations qui ont été reprises, pas toutes, mais la plupart des méditations du MBSR ont l'origine dans la langue pali, la culture traditionnelle de la méditation vipassana. Il y a un mot qui est le mot mudita, qui correspond exactement à cet état d'esprit-là. Et en français, en anglais, et dans plein d'autres langues, je crois, dans les langues indiennes modernes, il y a aussi des mots qui correspondent à cet état-là, peut-être en japonais aussi. Mais on n'a pas. On a envie, on a jalousie, mais on n'a pas joie, plaisir à l'idée que quelqu'un d'autre réussisse ou ait du plaisir. C'est vraiment ça, c'est l'opposé de l'envie. Voir que pour quelqu'un ça va bien, ou que cette personne s'amuse, ou que cette personne réussit, et se dire « Ah, c'est chouette, je suis content pour cette personne ». Donc c'est triste qu'il n'y ait pas de mots. Je pense que ça influence notre facilité à entrer dedans, à le cultiver. Il y a donc 8 milliards de possibilités d'être heureux. Chaque personne sur la planète potentiellement peut nous rendre heureux si on se réjouit de son bonheur. Et c'est très très agréable. Et c'est bien d'avoir un mot pour et de savoir que ça existe en tant qu'état d'esprit et qu'on peut le cultiver. Depuis que j'ai un mot et une méditation que je peux faire pour cultiver cet état d'esprit-là, je le remarque plus. C'est un effet classique de la méditation aussi, de bienveillance, de compassion. C'est qu'on est plus sensible à quand ces états sont présents en nous. Et c'est délicieux. Et ça peut... On n'a typiquement pas besoin que ce soit une personne proche. Donc n'importe qui est en train d'avoir du plaisir à faire ce qu'il fait peut déclencher ça en nous. C'est très agréable. J'étais à un concours d'équitation parce que ma fille aime les chevaux. Un concours d'équitation pour enfants. Et il y a une fille, ça m'a peut-être aidé, une petite fille qui avait à peu près un poil plus grande que ma fille, mais pas beaucoup plus, qui venait de terminer un parcours sans faute. Et j'ai donc cette petite personne que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais vue, j'ai vu son visage au moment précis où le jury annonçait que c'était un sans faute et qu'elle était en tête du classement. Et le sourire, la banane intégrale et vraiment l'illumination de son visage, après en plus je pense le stress de ces sauts d'obstacles à cet âge-là, ça doit être stressant, m'a complètement contaminé. Et je me dis mais c'est génial, j'ai rien fait, j'étais pas sur le cheval, mais j'ai vraiment goûté à une bonne portion de sa joie à elle. Et je trouve que c'est délicieux de pouvoir profiter de ça. Et c'est toujours intéressant, même quand ça marche pas, c'est-à-dire quand on se sent pas connecté, de nouveau quand il n'y a pas d'émotion, si on fait cette méditation, d'observer aussi ce que ça bloque et en quoi ça bloque et avec qui est-ce que ça bloque. De nouveau, comme façon de travailler l'envie qu'on peut avoir ou la compétition sociale qu'on peut inconsciemment avoir par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être très heureuses et pour qui tout va toujours bien. Et de creuser aussi, de révéler aussi ces choses-là, qu'elles soient flatteuses ou pas pour nous. Parfois, pour une personne difficile, c'est plus facile aussi la joie empathique que la bienveillance. Mais la compassion probablement serait mon premier choix. On a le temps pour une petite méditation de joie empathique. On ne va pas s'en priver. Ce sera court, mais bon. Et en laissant le corps se détendre, un bon soupir, un bon...
les épaules, un corps aussi détendu qu'il peut l'être, évoquant une personne dont on sait qu'il lui arrive de vivre des moments de bonheur et une personne pour laquelle il nous est facile de nous en réjouir. La première qui vous viendra à l'esprit. Premier visage souriant. En évoquant peut-être cette personne dans un moment de bonheur, en imaginant un des moments qu'elle peut vivre de bonheur ou un moment que vous avez observé. Et quels seraient les mots qui vous permettront, quels seraient les mots qui vous permettraient le mieux d'exprimer le souhait que ces bonheurs continuent, que cette personne continue d'en profiter. Je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je te souhaite de continuer d'être heureuse, je souhaite que ton bonheur continue, ou pourquoi pas, je me réjouis que tu sois heureux, j'aime te savoir heureuse. La phrase qui vous permettrait le mieux d'exprimer cette attitude de joie empathique. Quels sont les mots les meilleurs? Ça peut être très simple. Et en les répétant intérieurement, en les adressant à cette personne. Et en prenant conscience des personnes autour de vous dans la salle et en prenant conscience qu'il leur arrive d'être heureuses. Et peut-être en imaginant des visages souriants de ces personnes autour de vous quand elles vivent un moment de bonheur. En leur adressant la même phrase, en la répétant. Et laissant cette qualité, cet état d'esprit s'exprimer intérieurement, laissant cette réjouissance s'exprimer pour toutes les personnes heureuses quand elles sont heureuses autour de vous.
en appréciant ce que c'est que cet état d'esprit. J'aime vous savoir heureux, puisque c'est ce que je viens de vous souhaiter, enfin de vous exprimer. Parfois, la formulation du souhait marche moins bien pour cette attitude-là, pour moi que pour les autres. Et je vous souhaite de l'être, du coup, pour que cette réjouissance soit justifiée, en attendant qu'on se revoie la semaine prochaine, ou une autre fois, ou jamais. Bon retour chez vous.